continuer à se parler un petit peu d'Olympique. On peut, là, il reste encore une bonne semaine d'olympisme. Alors, on va en profiter parce que les sujets olympiques, il y en a. En voulez-vous, en voilà. Bon, c'est différent maintenant, la remise des médailles. En fait, tout est différent dans le protocole, mais évidemment, l'un des nouveaux morceaux de vêtements que vous voyez quand il y a des remises de médailles, c'est le masque. Hein. Souvent, ils ont. Par contre, quand la remise de médailles se fait dehors, pas de masque, pas besoin. Alors, c'est pratique. Ce qui fait que ça laisse libre cours à une tradition olympique vraiment, vraiment pas banale. Savez-vous laquelle? Non. Le croquage de médailles. Ah, Vous savez, quand on a sa médaille, généralement la médaille d'or, hein, on la croque. Pourquoi on fait ça? Il y a plusieurs papiers qui se sont posés la question, dont le site olympics.org.com, qui fait des petites capsules olympiques comme ça sur l'histoire des Olympiques, sur pourquoi les athlètes croquent leurs médailles. Bon, avez-vous une petite idée de pourquoi? À mon sens, pour la dureté du métal. OK, ça pourrait être ça. Ben, pour faire une bonne photo. Ah! J'allais demander à Mathieu. Ben oui, c'est pas Instagram. mal ça. On le faisait bien avant Instagram. C'est vraiment une tradition de longue date. Mais oui, essentiellement, c'est parce qu'ils ont vu dans l'histoire des Jeux d'autres athlètes le faire. Puis ben là, ils sentent que le photographe voudrait cette photo-là. Il s'attend à ça. C'est ça. Donc, il y a quelque chose du réflexe. Là, ils le font. Donc, non, c'est pas parce que pour vérifier c'est pas en chocolat. Elle est bel et bien... mais le croquage de la dureté, vous n'étiez pas si loin, oui, hein? Cynthia. Ben oui, parce que, historiquement, les marchands croquaient l'or pour savoir si on leur avait donné une fausse pièce parce qu'on avait l'habitude de mélanger l'or avec d'autres métaux rigides. Donc, la dureté, s'il n'y avait pas de traces, en fait, s'il y avait des traces dedans, c'était qu'on vous avait donné un faux jeton, une fausse pièce. Bon, dans le cas des médailles olympiques, vous le savez sans doute, il y a de l'or, mais il n'y a pas que de l'or. Là, pendant longtemps, on n'a même pas donné de médaille d'or aux Olympiques. Au tout début, là, on remonte à la Grèce antique, vous gagnez une couronne d'olivier. Ça, c'était pas mal ça. Ensuite, les premières médailles, quand on donnait une première et une deuxième place, c'était une médaille d'argent et une médaille de bronze. Il n'y avait pas de médaille d'or. Et quand on a commencé à donner des médailles d'or, il y a eu du vrai or. Ça a duré 2 Jeux. Et puis là, en 1912, à Stockholm, on recevait une petite médaille d'or, en or pur carat, tout était beau. Bon, la Première Guerre mondiale est arrivée et quand on a repris les Jeux, là, c'est devenu une médaille d'argent qui est plaquée or quand même. C'est à peu près 7 grammes d'or que vous retrouvez, 6 à 7 grammes d'or sur votre médaille d'or. C'est assez, pour vous donner une équivalence, là, pour avoir 3 dents en or. Donc, si vous avez une carrière de rappeur à l'horizon après votre carrière olympique, vous pourriez la faire fondre. Ça pourrait être une option. Et puis, je rigolais. Bon, tantôt, quand je disais ça, parce qu'on a essayé de modifier le genre de médaille qu'on donne. Tu sais, chaque pays veut jazzer le genre de médaille. À Sochi, il y avait 10 médailles bien spéciales qui étaient incrustées de bouts de météorites de Chelyabinsk, donc météorite qui avait frappé la Russie en 2013. Donc, il y a des athlètes olympiques qui ont eu, eux, une médaille incrustée d'un petit bout de météorite. Et puis sinon, ce qui me faisait rire, c'est que parmi les athlètes qui ont croqué les médailles, ben, ça peut s'avérer être un sport dangereux. Je vous ramène à 2010, à Vancouver, l'athlète de luge allemand David Muller, qui, lui, s'est brisé là-dedans en croquant sa médaille. Il est allé un peu fort. Ça a sans doute fait une très, très jolie photo. Cet après-midi, au 15-18, Ottawa souhaite encadrer le contenu préjudiciable sur Internet et les réseaux sociaux et demander aux géants du Web de prendre leurs responsabilités. Pas facile de faire assurer une vieille maison, surtout si elle a un intérêt patrimonial. Et avez-vous pris des vacances? Elles sont plus importantes qu'on peut le penser. Karine Lefebvre, bon début d'après-midi. Bienvenue au 15-18. Un petit jeudi pluvieux, mais nous, on a le cœur gai. Le soleil est toujours au rendez-vous quand on vous retrouve comme ça les après-midi. Donc, si vous cherchez une petite motivation, on en a en masse pour vous. Je veux juste conclure sur mon histoire de médaille, toujours sur le site olympics.com. Ils ont fait un petit sondage auprès des enfants pour savoir, toi, si ta médaille pouvait goûter quelque chose, qu'est-ce qu'elle goûterait? Vous ne serez pas surpris. La saveur la plus prisée des enfants, c'est
Le chocolat. Le chocolat. Il y a quand même une petite fille qui a dit ça goûterait, puis ça serait personnalisé. Ce serait ton bonbon favori et ça goûterait à l'infini. Donc, même 50 ans plus tard, quand tu ressors ta vieille médaille poussiéreuse, elle goûte encore ton bonbon préféré. Bon, assez discuté d'Olympique. Bonjour, mesdames. On va aller dire bonjour et bonjour, Mathieu, bien sûr. On va aller dire bonjour à Sarah sur la route. Comment ça se passe, Sarah? Je trouve pas ça, c'est pas une bête idée de la petite fille que ça sente jusqu'à l'infini. Ben oui, ça goûte comme, surtout jusqu'à l'infini. Ben ça goûte, oui, pardon, c'est ça que ça goûte jusqu'à l'infini. C'est un peu ce que les collants qu'on avait, là, on pouvait les gratter, les sentir, il y avait une odeur qui venait avec ça. Ben oui. Avez-vous essayé de lécher ces collants-là? Je le recommande pas. Donc, pour l'heure de pointe, ce que je recommande pas, eh bien, c'est d'être sur les routes du réseau. Ah oui, c'est compliqué. Métropolitaine. C'est une heure de pointe qui est assez costaude là, aujourd'hui. C'est qu'on a plusieurs incidents. Je commence avec la métropolitaine Est à la hauteur de la rue Saint-Denis. On a un train routier là, qui est immobilisé et là maintenant, on n'a qu'une voie d'ouverte. La voie du centre et la voie de droite sont bloquées, donc on roule simplement à gauche. Pas besoin de vous dire là, qu'il y a une congestion monstre qui s'est formée dans le secteur. Vous allez commencer à ralentir dans le secteur de Côte-de-Liesse. Pour la métropolitaine Est. Métropolitaine Ouest, ça va bien quand même. Achalandé, à partir de Papineau jusque dans les 2,15. L'autoroute des Laurentides Sud, surtout congestionnée en territoire montréalais pour accéder à la métropolitaine et un ralentissement aussi dans le secteur de Mirabel, mais sans plus. Sinon, eh bien, du côté du tunnel Hippolyte-Lafontaine, eh bien, pour la 25 Sud, on a eu là, un accident à l'entrée de l'île Charon. C'est maintenant terminé. Par contre, eh bien, la congestion, elle, est encore bien présente. Là, on est à la queue-leu à partir de l'échangeur Anjou. Et la 25 Nord, eh bien, oui, il y a un accident aussi à la sortie du tunnel. Donc, quand vous arrivez de la rive sud, là, vous allez ralentir. On est à la hauteur de Montarville et c'est très, très lent jusqu'à l'échangeur Anjou. Et j'en ai un autre aussi, 138 Ouest à l'entrée de la rue Clément, accrochage et la voie est réduite. Par contre, pour la 138 Ouest, on parle d'un léger ralentissement, là, mais certes, plusieurs incidents pour commencer cet après-midi. Parfait. Merci beaucoup, Sarah. Cynthia Lemieux à la météo. On s'en est pas si mal sorti. Non. Vous aviez annoncé des averses. Il y en a eu. Il en reste quelques-unes, mais c'est pas si mal. Au courant de la soirée, c'est ce qu'on va voir. Donc, avec des petites périodes d'accalmie, ça recommencera. Faible pluie, moins de 5 mm. Il n'y a pas de quoi appeler sa mère pour ça. Minimum de 16 au courant de la nuit, avec un faible risque d'orage sur le sud du Québec. Là où c'est plus soutenu, c'est vers la Beauce, vers Trois-Rivières. Il y a de bonnes cellules qui se promènent. Actuellement, du côté de Laurentides, des Laurentides et de la Nodière, il y a des zones de pluie un peu plus soutenues. Mais la bonne nouvelle, c'est que le système se déplace plus rapidement que prévu. L'ennuagement s'est fait plus rapidement, mais aussi, il va partir plus rapidement. C'est bien. Donc, demain, des averses qui vont cesser en matinée et on va avoir alternance de soleil et de nuages pour cette journée de vendredi. Tout n'est pas perdu. C'est formidable. Tout à fait, Elle a tout à fait. aller sa magie, puis ça va fonctionner. Voilà. Merci, Cynthia. Bonjour, Mathieu Massé au sport. Bonjour, Karine, à l'animation. C'est bien de rétablir comme ça. D'un coup, vous auriez des ambitions, là. C'est clair. Les rôles sont clairs. Bon, dites-moi, j'imagine qu'on va se parler olympique encore aujourd'hui? Oui, effectivement. On va revenir sur les différentes performances qui ont eu lieu dans la nuit d'hier à aujourd'hui. On va parler de rugby féminin, puisque les femmes au rugby à 7 avaient 2 matchs hier. Donc, ils ont eu une victoire, une défaite. On y reviendra également au basketball. Mais alors qu'il nous reste une seule athlète en boxe dans le tournoi olympique, on va revenir aussi sur cette controverse. On pourrait même parler de scandale qui date des Jeux de Rio 2016. Il y avait beaucoup de choses qui se sont passées, de la tricherie pratiquement de ce côté-là. On va revenir là-dessus. Le CIO a fait un gros ménage dans la fédération de boxe et on va réexpliquer un peu tout ça. Et puis, on va revenir sur qu'est-ce qui nous attend ce soir, évidemment. Ben oui. Et puis, nous, dans quelques instants, on va aller, dans quelques minutes, là, on va aller rejoindre Robert Frozy, à qui on a parlé la semaine dernière et qui est à Tokyo et puis qui va nous faire un petit peu le tour des surprises, des bonnes et des mauvaises surprises qu'il y a eu à Tokyo. Toujours hâte de l'entendre. Parfait. À tantôt. Stéphanie Gagnon à la Culture, bonjour. Bonjour, Karine. Qu'est-ce qu'il y a sur votre menu aujourd'hui? J'ai travaillé fort aujourd'hui. J'ai parlé à bien des gens, mais ce sont de bonnes nouvelles, entre autres pour le Festival de la poutine de Drummondville. Ah oui! Parce que j'ai discuté plus tôt aujourd'hui avec Charles Dubreuil, batteur de la formation Les Trois Accords. Le groupe est en spectacle demain soir à l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe, qui pourrait bien être le festival qui accueillera cet été le plus grand nombre de gens pour un même spectacle. On va en reparler. En fait, je vous fais entendre l'entrevue à 16h50. Mais Charles m'expliquait qu'on va faire une annonce la semaine prochaine pour le festival.
festival et moi, j'ai déjà en primeur la date, en fait, le week-end où aura lieu le festival parce qu'on a évalué plusieurs scénarios. Il me disait, c'est comme si on avait fait 17 festivals, comme si on avait programmé, revu le modèle et finalement... Bien, c'est leur bébé, ça, le Festival de la poutine aux 3 accords. Alors là, on a trouvé la solution parfaite et on en fera l'annonce la semaine prochaine. Mais à 15h35, je vous propose le deuxième album de l'autrice, compositrice, interprète Yola, un album qui sort demain qui s'appelle Stand for Myself. Ça, c'est un des disques que je vais écouter cette fin de semaine. On écoute ça dans une vingtaine de minutes. Parfait, merci. Vous écoutez le 15-18 avec Karine Lefebvre. 15h16. J'avais envie de vous présenter une belle initiative aujourd'hui. Il s'agit d'un camp de jour dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, un camp de jour unique en son genre dont le but est d'aider les jeunes immigrants à apprendre le français. Le camp Saint-Fabien propose des ateliers de francisation 4 fois par semaine pour permettre aux enfants dont le français n'est pas la langue maternelle d'améliorer leurs connaissances tout en s'amusant. Et pour nous en parler, je joins Suzanne Dansereau. Elle est directrice générale de la Fondation pour les élèves de Montréal, qui est l'organisme qui finance l'initiative. Bonjour, Madame Dansereau. Bonjour. D'abord, est-ce que c'est la première fois que la Fondation des élèves de Montréal soutient ce genre d'initiative, disons, hors de la saison d'école régulière? Absolument, absolument, oui. On est venu combler, je pense, un besoin. C'est que durant l'année scolaire, le ministère de l'Éducation donne des classes d'accueil aux élèves des nouveaux arrivants. Mais à l'été, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui se passe pour ces enfants-là. Ils peuvent évidemment participer à des camps de jour. Ils peuvent faire toutes sortes d'activités avec leurs parents. C'est l'été. Mais en même temps, c'est que ces enfants-là, ils sont un petit peu pénalisés parce qu'ils sont déjà en processus d'intégration. C'est pas facile pour eux de s'intégrer à la société québécoise et c'est pas facile pour eux d'apprendre le français. Ils ont moins l'occasion de le faire. Alors nous, on s'est dit que ça serait en fait une bonification de ce que le ministère de l'Éducation fait déjà, que d'offrir la possibilité aux enfants de maintenir leurs acquis puis de rattraper ce qu'ils ont, de rattraper les apprentissages qu'ils ont pu faire à l'école et de le faire de façon sérieuse, mais en même temps ludique. En fait, c'est ça l'originalité de la chose, c'est qu'ils jouent, ils s'amusent, mais en même temps, ils ont des enseignants, ils ont des professeurs, des enseignants qualifiés qui les amènent à pratiquer, à consolider leur connaissance de la langue française. Parce que c'est difficile de convaincre un enfant, tous les enfants aiment les vacances, de dire « cet été, tu vas aller apprendre ». Donc, il fallait trouver, j'imagine, un équilibre entre le côté école, soutien à l'apprentissage, mais aussi c'est un camp de jour, ils veulent s'amuser, il fait beau. C'est ça, c'est un camp de jour. C'est pour ça que l'idée, c'est ça qui est révolutionnaire, en fait, c'est que on prend des enfants qui sont déjà dans un camp de jour. Alors, ils sont là pour s'amuser, mais 1h30 par jour, ils font des jeux, mais qui sont conçus par des enseignants qualifiés. Parce que là, ce qui arrive avec le soutien linguistique que le gouvernement donne à l'heure actuelle, c'est un soutien pour que les gens, pour payer des salaires des moniteurs qui vont s'occuper des enfants durant le jour. Mais ces moniteurs-là, c'est pas des professeurs de français. C'est des adolescents qui ont une subvention du gouvernement fédéral comme job d'été, puis bon, mais ils n'enseignent pas le français. Alors, le français, c'est une langue, c'est pas comme l'anglais. L'anglais, c'est une langue qui s'attrape. Mais le français, c'est une langue qui s'apprend. Alors, si on veut vraiment intégrer nos immigrants, nos enfants d'immigrants, si on veut qu'ils parlent le français, si on veut qu'ils aiment la langue française, il faut faire des efforts et il faut mettre le paquet pour qu'ils le fassent comme il faut. Alors, c'est ça qu'on essaye de faire. Madame Dansereau, ils sont près de 50% d'élèves qui fréquentent la Commission scolaire de Montréal qui sont soit nés à l'étranger ou issus de parents qui sont nés à l'étranger. J'imagine que ça pose des défis particuliers au niveau des ressources. Est-ce que la Fondation pour les élèves de Montréal est souvent sollicitée à cause de ça? Ben, en fait, c'était extrêmement difficile de trouver du financement pour ce projet-là. Ah oui. Alors, je remercie mes commanditaires de l'avoir fait. J'ai eu du financement privé.
Et j'ai eu du financement du bureau du premier ministre Legault. Eh bien. Et j'ai eu du financement du ministre de la langue française, mais j'ai pas eu du financement du ministère de l'Immigration ni du ministère de l'Éducation. C'est très difficile de trouver Oui, mais c'est une initiative unique. J'espère qu'elle va pouvoir se reproduire l'année prochaine, peut-être même en parascolaire. J'allais vous demander, à votre connaissance, est-ce qu'il y a d'autres camps qui ont une offre similaire? Non. Les autres camps, ils offrent ce qu'on appelle la mesure de soutien linguistique qui finance le salaire des moniteurs qui jouent avec les enfants. Mais ces moniteurs-là, c'est pas des professeurs de français. D'accord. Est-ce que la Fondation pour les élèves de Montréal a été particulièrement sollicitée par les écoles de la commission scolaire pendant la pandémie? Avez-vous senti que les besoins étaient plus grands? Oui. Écoutez, les besoins sont énormes. Énorme. D'abord, nous, on a fourni presque 2000 ordinateurs qu'on est allé chercher auprès du milieu des affaires à Montréal pour combler, parce que ce que le gouvernement donnait n'était pas suffisant comme ordinateur pour que les enfants puissent faire l'école à distance. Alors, on est allé faire ça. Ça a été une campagne vraiment sans précédent. Et là, il y a des besoins, ils sont tellement énormes. Les enfants ont besoin, il y a beaucoup de détresse psychologique. Il y a beaucoup d'enfants qui ont des besoins additionnels. Il n'y a pas de ressources. Alors, c'est pas évident. C'est pas évident. L'éducation publique au Québec, c'est vraiment, il y a des lacunes très importantes. Mais c'est au gouvernement d'agir. Puis, nous, des fois, on fait appel au privé ou à d'autres organismes pour essayer d'apporter un peu de mettre un baume sur ce que vivent les enfants, puis de financer des activités qui leur permettent de s'épanouir en dehors juste du cursus scolaire, là, juste leur donner les moyens de réussir. C'est ça notre objectif. Madame Dansereau, en terminant, le camp Saint-Fabien dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, en ce moment, ça court. Donc, les élèves, ils sont là, ils apprennent. Êtes-vous allés les voir apprendre? Comment ça se passe? Oui. Oui, c'est drôle parce que hier, les enfants ont joué ont joué à un jeu sur le transport maritime. Alors, c'est ça qui est le fun, c'est qu'ils jouent à des jeux, puis en même temps, ils se familiarisent avec un univers, mais ils le font en français. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis ce qui est le fun, c'est de voir, c'est qu'il y a les enfants interagissent entre eux. Alors, ils s'intègrent, ils se font des nouveaux amis et ils le font en français. Alors, tu peux avoir un enfant qui est créole, d'origine haïtienne, qui, lui, parle bien le français parce que le créole ressemble au français, puis une autre petite immigrante qui vient de la Moldavie, qui, elle, parle moins bien le français, mais elle va se mêler aux autres et puis donc la magie va s'opérer, c'est ce qu'on espère. Et puis ça va sans doute être une rentrée un petit peu plus douce pour plusieurs d'entre eux, d'avoir gardé les acquis comme ça pendant l'été. On va se souhaiter d'autres beaux projets comme ça. Suzanne Dansereau, directrice générale de la Fondation pour les élèves de Montréal, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci. Au revoir. Ici Radio-Canada Première, au 95.1, dans le Grand Montréal. 15h23. Là, je vous propose maintenant d'aller faire un petit tour à Tokyo à l'aube d'une 7e journée de compétition. Un peu plus tôt aujourd'hui, j'ai joint notre collègue Robert Frozy, qui en est, lui, je vous le rappelle, à sa 12e couverture olympique en carrière, pour faire le point sur ce que ces Jeux nous ont offert jusqu'ici comme surprise. Bonjour Robert Frozy. Bonjour Karen. Alors, la semaine dernière, quand on s'est parlé, on avait abordé les difficultés pour les journalistes d'accéder aux sites de compétition et au moment où on s'est laissé, là, vous alliez jouer les délinquants et tenter de vous rendre sur le site de la course sur route malgré le fait qu'on ne vous en avait pas donné l'autorisation. On veut savoir, Robert, comment ça s'est fini cette histoire-là? Alors, c'était trop drôle. C'était vraiment trop drôle parce qu'on est arrivé et là, il y a un policier qui nous dit, on était en navette avec mes confrères Jérôme Voyer-Poirier et Jean-François Poirier qui, eux, faisaient faire un sujet pour la télé. Ouais. Et là, ils nous disent, entrez. Alors là, on entre. Vous savez, il y a une guérite de sécurité avec des militaires qui fouillent la voiture, etc. Et pendant ce temps-là, nous, on doit passer par la sécurité. Alors, on passe par la sécurité, on laisse le véhicule avec le chauffeur. Et là, on se retrouve carrément avec tous les cyclistes du monde entier, avec les petites tentes là où ils se préparent, etc. Alors, nous, on continue notre chemin, on rentre à l'intérieur de ça. Là, c'est l'Italie avec Vincenzo Nibali. Et là, on arrive au stand du Canada. Il y a Michael Woods, il y a Guillaume Boivin, il y a Hugo Houle. On les laisse tranquilles pour le moment et tout. Et devinez qui est-ce qui est en face?
Eh ben, il y avait la Slovénie avec Pogačar, celui qui a gagné le Tour de France. Je vous dis, ça s'invente pas. Et puis, à un moment donné, on se met quand même à parler à Michael Woods, Guillaume Boivin et Hugo Houle. Ils étaient super drôles et tout. Là, il y en avait un qui était en train d'attacher son dossard et tout. Puis ils ont dit, si vous devez dire quelque chose au Québec, c'est que ça va veiller tard, alors prenez beaucoup de café et tout. Ils étaient super drôles. Et puis ensuite, on s'est dit, après 45 minutes, il y a un monsieur qui est venu nous voir, qui a regardé nos accréditations, qui dit vous avez rien à faire ici. On est sorti tranquillement. Et puis on est parti donc dans la région du Mont Fuji. Ouais. Et là, on s'est dit, s'il y a un truc qui doit se passer, c'est dans la redoutable montée du Mukuni Pass, presque 7 km avec des pourcentages de 15 à 20%. Puis là, on s'est dit, on va essayer de s'installer en haut. Là, on avait notre chauffeur d'origine australienne, mais qui est installé au Japon, donc qui parle très bien japonais, super débrouillard. Il arrive à se faire accepter et tout, et donc on rentre et nous on se pose et on attend donc vraiment le sommet quoi. Et on s'est dit, celui qui va passer là ou ceux qui vont passer là, c'est des prétendants à la médaille. Ouais. Eh bien, on était tellement chanceux que celui qui est arrivé le premier et qui a fait son démarrage, c'était Michael Woods. Ça s'invente pas quand même. Formidable. Le vent a tourné. On est bien content de vous savoir dans de meilleures dispositions, Robert. Donc, après une semaine, là, est-ce que vos premières impressions de Tokyo ont évolué? Écoutez, oui, parce qu'on est passé par toutes les gammes d'émotions. J'ai eu ma première médaille au plongeon. C'est pas moi qui ai plongé, là, mais c'est... Oui, c'est Jennifer Abel et Mélissa Citrini-Beaulieu, c'était super, un super suspense parce que elles avaient super mal commencé leurs 2 premières rondes. Moi, mon cœur a failli lâcher à ce moment-là. Et finalement, les Chinoises étaient déjà ailleurs. Là, elles étaient rendues en Chine tellement elles gagnaient. Là, elles étaient devant tout le monde. Mais quand on les a vues vraiment mettre la pression, remonter et faire des plongeons extraordinaires, on s'est dit ça y est, ça sent la médaille. J'étais tellement contente pour elles. Ensuite, je suis allé au judo. Alors, j'ai eu mes 2 médailles de bronze au judo, mais là encore, c'est pas moi. Là, c'était chez les femmes. Alors, il y avait la championne du monde, Jessica Kim-Klett, qui, elle, venait évidemment pour aller chercher l'or. Et elle s'incline devant une Française. Elle s'appelle Sizik, la Française. Mais elle a quand même réussi à avoir le bronze. Si je vous dis tout ça, c'est qu'il y a eu le même scénario après avec Catherine Beauchemin-Pinard en demi-finale. Elle se retrouve devant une muraille, pas chinoise, mais une muraille française, encore une fois. C'est Clarisse Agbenienou, 5 fois championne du monde. La Française, elle est évidemment trop forte, mais Catherine, elle s'est pas démontée. Elle va chercher, elle aussi, une médaille de bronze. Elle devient d'ailleurs la première judokate québécoise à remporter une médaille. Et puis, Jessica Kim-Klett, là, c'était la première Canadienne à remporter une médaille. Évidemment, il y a de la tristesse, je vous le dis. Il y avait les larmes d'Antoine Valois-Fortier, le pauvre, il venait chercher l'or, puis il revient bredouille, mais c'était un super athlète. Écoutez, il revient de nombreuses blessures, opéré à la hanche, des hernies discales. Il a réussi quand même à se qualifier pour les Jeux. Et puis, ce qui l'a pas aidé non plus, c'est que le Canada avait des restrictions énormes par rapport aux autres pays. Donc, chapeau Antoine, et n'oublie pas ta devise, ne laisse pas, c'est sa devise, ça, ne laissez pas la victoire vous monter à la tête, ni la défaite atteindre votre cœur. Et puis une petite tristesse aussi pour Arthur Margélidon, qui lui, s'est arrêté avant la médaille de bronze, voilà. Puis voilà, donc c'était un petit peu le tour, mais en même temps, je suis allé aussi au rugby féminin aujourd'hui. C'est sensationnel, le rugby, Robert. Moi, j'adore. À Rio, ça a commencé à Rio, le rugby féminin à 7. C'est génial. En plus, on avait une super équipe parce qu'ils ont gagné, les filles avaient gagné la médaille de bronze à Rio. Elles ont commencé leur premier match contre le Brésil. Elles les ont pulvérisés 33-0. On s'est dit, c'est bien parti. Ouais. Mais aujourd'hui, j'étais dans le stade. Alors, c'est triste, un stade vide. Mais c'est vraiment un stade vide. On était peut-être une dizaine de journalistes à regarder le match contre Fidji. Et là, les Fidjiennes, là, écoutez, ils ont mis... le match a commencé et c'était déjà 7-0 pour les Fidjiennes. Elles étaient en feu. Et puis, elles ont battu, évidemment, le Canada. C'est pas fini pour le Canada. Demain, il y a un duel fratricide avec la France. Mais je voulais en profiter pour vous parler quand même d'une de ces joueuses de l'équipe canadienne. Elle vient de Gatineau. Elle s'appelle Pamphilette Buisa. Et elle est assez extraordinaire parce que ses parents sont congolais, ils ont fui la guerre, ils sont allés en Afrique du Sud, ils ont vécu l'apartheid et puis ils sont finalement installés au Canada. Et quand elle a commencé le rugby, son papa, il avait un peu peur pour elle parce que c'est quand même violent et tout. Mais quand elle l'a vu à son premier match, lui qui est un ancien boxeur, il dit « Je vais te donner des petits rudiments de pugilat, c'est bon pour encaisser les coups, etc. » Et puis finalement,
elle n'est pas seulement joueuse de rugby, elle est étudiante en sciences politiques à l'Université Victoria. Et pendant la pandémie, eh bien, elle a travaillé dans un hôtel qui accueillait les sans-abri. C'est vous dire qu'elle, aider les autres, c'est sa devise. Et puis, c'est pas fini. Elle est une application militante parce que, eh bien, elle a fait organiser 2 marches pour le mouvement Black Lives Matter, ce qui a réuni 10 000 personnes à Victoria. Je ne sais pas si vous connaissez Victoria, mais 10 000 personnes, ça commence à faire une grosse manifestation. Et elle disait qu'il faut parler, discuter, il faut comprendre, il faut aussi se regarder soi-même. Et puis, ça s'arrête pas là, c'est que maintenant, son autre cause, c'est les enfants autochtones. Et à un tel point, c'est qu'elle a fait confectionner des masques en soutien aux enfants autochtones et les joueuses de l'équipe de rugby les portent. Alors, c'est vous dire l'implication, des fois, quand on dit que les athlètes peuvent être des modèles pour leur société, et bien là, vous avez vraiment un bon exemple de tout cela. Très, très bon exemple. En terminant rapidement, Robert, là, on s'en va vers les épreuves, disons, les plus classiques, les plus anciennes des Jeux olympiques. L'athlétisme, ce sont les plus attendus. Oui, effectivement, les épreuves reines avec le 100 mètres des hommes dimanche, le 100 mètres des femmes samedi, André Degrasse, est-ce que finalement, il va être... Vous savez que quand on était à Rio, souvenez-vous de cette image en demi-finale entre Usain Bolt et André Degrasse, où Usain Bolt le regarde sur le fil d'arrivée en disant « Écoute, ce sont mes jeux, toi, là, ça sera la prochaine fois parce que moi, je vais prendre ma retraite. » Alors, est-ce qu'il va être véritablement le dauphin de Usain Bolt? Eh ben, c'est ce qu'on saura dimanche. Mais écoutez, ça annonce pas terrible. Si on regarde les résultats qu'il a fait, je pense qu'il est passé une seule fois en dessous des 10 secondes cette saison et c'était en plus en début de saison. Alors, on verra. Et puis, écoutez, on va surveiller aussi l'haltérophilie parce qu'après l'or de Maud Charon, il y a peut-être une surprise avec Christelle Ngarlem. Il y a aussi le Madelino Hugo Barrett. Est-ce qu'il va nous surprendre en cyclisme sur piste? Et puis on va suivre en boxe parce qu'il y a encore Tamara Thibault qui sera peut-être des médailles. Et puis qui sait, les joueuses de rugby vont-elles aller nous surprendre et puis aller en finale? On verra bien aussi. Donc on a beaucoup de choses à surveiller dans les prochains jours, effectivement. Formidable tout ça. Profitez-en pour nous, Robert Frozy, journaliste à Radio-Canada à Tokyo. On se reparle bientôt. Bien sûr. Bonne journée, au revoir. Pour nous écouter où que vous soyez, rendez-vous sur l'application Radio-Canada Audio. 15h32. On va aller rejoindre Naïla Bendali pour les informations. Bonjour Naïla. Bonjour Karine. D'abord, Québec solidaire est secoué par des allégations d'inconduite sexuelle envers un employé de son personnel politique. Oui, c'est nos collègues de Québec qui nous l'apprennent. L'homme visé, un militant bien en vue du parti, a été relevé de ses fonctions le temps d'une enquête administrative. L'employé en question a été dénoncé par un groupe de femmes anonymes à la mi-juillet. Ensemble, elles ont créé une page Facebook pour dévoiler publiquement leur initiative. Les allégations vont du harcèlement physique à l'agression sexuelle. Radio-Canada n'a pas été en mesure de corroborer l'ensemble des gestes allégués, mais a pu s'entretenir avec 2 des membres du collectif. Joint cette semaine, l'employé visé n'a pas souhaité faire de commentaires. Québec solidaire indique qu'une enquête du parti est ouverte et qu'elle prend les allégations très au sérieux. Le groupe Saint-Hubert est satisfait des excuses de Jeff Poulson pour le repêchage du jeune Logan Mayou. Oui, repêchage vendredi dernier qui a beaucoup fait jaser. Dans un communiqué, Saint-Hubert précise qu'il va maintenir son association de longue date avec le club. Le groupe a bon espoir que les Canadiens mettront en place un plan d'action pour accompagner le joueur dans son cheminement et qu'il en ressortira éventuellement du positif. Logan Mayou, qui est âgé de 18 ans, a été, je vous le rappelle, reconnu coupable par un tribunal suédois d'avoir photographié une jeune femme à son insu pendant des ébats sexuels et d'avoir partagé la photo sans son consentement avec des coéquipiers. Il était mineur au moment des faits. Deuxième enlèvement en 2 jours dans le Grand Montréal. Un adolescent qui a été forcé de monter à bord d'une voiture vers 19h hier soir dans le quartier Chaumedé à Laval. Il y a des passants qui ont tout vu de la scène. Ils ont appelé les policiers et après une courte poursuite, il y a 3 suspects de 17, 18 et 19 ans qui ont été arrêtés près du marché Jean Talon. On écoute la porte-parole du service de police de Laval, Geneviève Major. Alors, on se parle, les enquêteurs doivent encore rencontrer les 3 suspects pour essayer de démêler tout ce qui s'est passé hier soir et pour quelles raisons ils ont entraîné la victime de force avec eux sur le territoire de Montréal. Les 3 jeunes hommes devraient être accusés d'enlèvement. Et les étudiants des cégeps et universités devraient pouvoir retourner à l'école en présentiel. Voilà le gouvernement Legault qui devrait annoncer dans les prochains jours que l'enseignement collégial et à l'université se fera en classe à la rentrée. Québec aurait finalement décidé de tenir compte du taux de vaccination des étudiants inscrits au lieu de celui des jeunes âgés entre 16 et 29 ans. Et c'est un soulagement pour le directeur général du cégep, Édouard Montpetit à Longueuil, Sylvain Lambert, même si des mesures sanitaires devront être mises en place. On l'écoute.
on voyait venir les choses, puis on avait quand même des contacts fréquents avec le ministère. Et évidemment, il y aura encore des contraintes. Le défi d'adaptation qui sera là, c'est-à-dire probablement qu'il y aura port du masque, peut-être une certaine distanciation qui ne sera pas la même. Donc, on y va avec des scénarios qu'on a préparés, puis on va être en mesure de s'adapter. Et Karine, c'est plus de 80 des étudiants inscrits au cégep et à l'université qui ont une seconde dose du vaccin ou qui ont pris le rendez-vous pour l'obtenir d'ici la rentrée. Bonne nouvelle. Merci beaucoup, Naïla. À tout à l'heure. Au revoir. 15h35 minutes. On va aller rejoindre Sarah Murphy pour savoir comment ça se passe sur nos routes. C'est compliqué cet après-midi, Sarah. C'est compliqué. Là, ça vient tout juste d'arriver. La 132 direction Est, à la hauteur du boulevard Simard. Là, ça, c'est le secteur entre Saint-Lambert-Brossard. Eh bien, perte de contrôle, 2 voies d'entravée. Alors, ça complique, bien sûr, la circulation dans ce secteur. Et tant qu'à être sur la Rive-Sud, eh bien, on va faire le grand tour rapidement. Autoroute des Laurentides. Donc, attendez, je vais baisser ça, voilà. Autoroute des cantons de l'Est, direction Ouest, eh bien, vous allez ralentir un peu avant l'autoroute 30 et un peu après, là, vraiment un petit achalandage là. Sinon, là, si on recule un peu, secteur Chambly aussi et la 35, un peu plus lourd. Par contre, quand on laisse direction Est, justement, on ralentit dans le secteur de Brossard, mais après ça, là, vous pouvez rouler jusqu'à Sherbrooke sans problème. L'autoroute 30, entre l'autoroute Jean-Lesage et les cantons de l'Est, c'est par intermittence. Quoique vous êtes vraiment nombreux entre l'autoroute 20 et la 116. Et du côté de Jean-Lesage, justement, petit ralentissement dans le secteur de Sainte-Julie parce qu'on a des travaux direction Est et direction Ouest. Eh bien, vous ralentissez grandement à partir de Montarville pour accéder au tunnel Hippolyte-Lafontaine. Merci, Sarah. Cynthia, à la météo, la pluie a repris. Ben oui, tout à fait. Ce sera comme ça pour la soirée. Hein? Alors, il faut s'y attendre. Faible pluie, un régime d'averses au cours de la soirée et de la nuit. Un risque d'orage également sur le sud du Québec au cours de la nuit. Ça va se dégager assez rapidement demain. Actuellement, on a des cellules de pluie un peu plus soutenues du côté des basses Laurentides, Lanaudière, Joliette, vers également sur la rive sud, Saint-Hyacinthe. Donc, c'est un petit peu plus soutenu dans ce secteur-là. La bonne nouvelle, c'est que le système passe rapidement. Demain, on aura encore des averses résiduelles en début de journée, mais ça va cesser en avant-midi pour avoir un ciel un peu plus dégageant l'après-midi, alternance de soleil et de nuages. Avec max 19, on a 18 actuellement. Merci. Avec Stéphanie Gagnon, on découvre le nouvel album de Yola. Puis pour moi, c'est complètement une découverte, cette artiste-là. Qui est-elle? En fait, c'est une autrice, compositrice, interprète qui est originaire de Bristol, en Angleterre. Et c'est son 2e album à titre d'artiste solo parce qu'au début de sa carrière, elle a fait partie de la formation Phantom Limb. En fait, son tout premier disque, Karine, Walk Through Fire, a été lancé en 2019. Un disque qui avait été lancé sous l'étiquette de disque de Dan Auerbach. Je parle ici de la maison disque Easy Eye Sound. Et ce 2e album qui sort demain est aussi produit par ce membre de la formation The Black Keys. On a entendu la pièce Stand for Myself. C'est aussi le titre de ce 2e album qui sera disponible demain. Et je veux tout de suite vous faire entendre un 2e extrait de ce 2e album. La chanson s'appelle Starlight. Et écoutez sa voix. Vraiment, là, moi, c'est ce qui vient me chercher. Oui, elle se déploie, c'est magnifique. Oui, une voix agréable à entendre. Yola, on l'a aussi connue sous le nom de Yola Carter, mais son vrai nom est Yolanda Corti. Elle a eu un début de carrière difficile. Karine, en fait, dans son enfance, son père a quitté sa mère. Elle n'avait même pas 2 ans. Son père est originaire du Ghana, sa mère est originaire de la Barbade, est arrivée en Angleterre durant la décennie 70. Et sa mère l'a vraiment pas encouragée à faire carrière en musique parce que la famille avait vraiment des problèmes d'argent, lui disait non, trouve un autre travail. Et même lorsqu'elle a commencé en musique en Angleterre, il y a plusieurs personnes de l'industrie qui lui disaient qu'elle ne ferait jamais carrière. Elle s'est retrouvée vraiment dans des situations à certains moments où elle avait
pas de logement, elle devait dormir chez des amis. Finalement, les choses ont commencé à aboutir, ça a commencé à arriver à des choses plus concrètes. Elle a écrit des chansons, elle a aussi chanté, entre autres, pour Massive Attack. Elle a fait des tournées avec aussi The Chemical Brothers. On a pu l'entendre avec Katy Perry, Duke Dumont. Donc, vite, ça a décollé, mais elle en avait un peu assez d'être la choriste ou la fille qu'on utilise sur la chanson de quelqu'un d'autre. Le point tournant de sa carrière, c'est lorsque récemment, elle a décidé de s'installer à Nashville. Et c'est là où il y a eu cette rencontre avec Dan Auerbach des Black Keys. Je vais vous faire entendre un autre extrait de cet album qui sera disponible demain, la pièce qui s'appelle Diamond Stud Shoes. Nashville est arrivé tout d'un coup. Oui. Puis sur ce deuxième album, on va vraiment entendre un son parfois plus country, parfois un petit peu plus blues. On sent cette influence aussi gospel. Et avec son premier album qui avait été lancé en 2019, Walk Through Fire, il faut rappeler qu'il avait été nommé à 4 reprises au dernier gala des Grammy. Mavis Staples l'avait même félicité personnellement, impressionné par cette première offrande. Et quand on regarde ce deuxième disque, j'ai l'impression qu'elle voulait un petit peu plus s'affirmer, surtout avec le titre « Stand for Myself ». Là, on sent qu'elle prend un peu plus ses aises. Un disque qui sera disponible demain et je mentionne au passage qu'on pourra la voir au cinéma parce qu'elle a été choisie par Baz Luhrmann pour son prochain film, le film autobiographique, le film qui va parler de la vie d'Elvis Presley. Ce sera au cinéma en juin 2022 à voir là, si les dates seront toujours en vigueur l'an prochain. Mais elle va incarner, entre autres, l'autrice, compositrice, interprète afro-américaine Sister Rosetta Tharpe. Oh, quel casting! Oui, c'est elle qui a été choisie. Juste avant de vous laisser, je voulais vous faire entendre une chanson qui se trouvait sur ce premier album là, qui a été nommé 4 fois au Grammys, la toute première pièce de ce disque qui s'appelait Far Away Look. Et écoutez l'album cette fin de semaine, cet album qui se nomme Stand for Myself de Yola. Merci. La musique de Yola, 15h43 minutes. L'originalité de la maison, c'est que sur la façade, c'était de la pierre taillée, parce qu'on est quand même dans une ville. Et bizarrement, sur les côtés à l'arrière, on a l'impression que c'est une maison de campagne. C'est rare qu'on a de la pierre taillée, alors qu'on a de la pierre des champs sur les côtés. On va parler de maisons patrimoniales cet après-midi. Ces derniers mois, de nombreux propriétaires de maisons anciennes ont eu de mauvaises surprises de la part de leurs assureurs qui ont subitement arrêté de les couvrir. Un problème qui sème l'inquiétude dans le milieu du patrimoine. On va en parler avec Philippe-Antoine Saunier. Bonjour Philippe-Antoine. Bonjour Karine. D'abord, est-ce que c'est un problème qui est nouveau? Ça revient depuis des années, mais ça s'est amplifié depuis l'an dernier. Ce qui arrive, c'est que pendant 5 ans, il y a existé un programme d'assurance sur mesure pour les maisons anciennes, un programme qui était offert par le courtier Dale Parizeau Maurice McKenzie en collaboration avec l'Association des amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec. Mais Dale Parizeau a changé de main et le programme a pris fin l'an dernier. Et plusieurs ont dû se tourner vers d'autres solutions. C'est le cas d'Alain Houle, qui est propriétaire d'une maison classée datant de 1800 dans le Vieux-Terrebonne. Alors, c'est là qu'en catastrophe, je suis retourné chez Chubb, qui est considéré comme une compagnie pour les biens de luxe. Là. Vous pouvez faire assurer vos choses rares, mais à des sommes, évidemment, c'est le double. Là, donc, je suis passé du double. Là. Et ça peut coûter combien assurer une Ah, plus que 3 000, là, quasiment 4 000 avec les taxes, puis ci, puis ça. Là. C'est arrivé, là, en plus, ils ont été assez spéciaux. On a reçu une lettre. Tu sais, quand on renouvelle les assurances, ils nous envoient ça un mois d'avance. Là, ils nous ont dit, on regrette, on ne peut plus vous assurer. Puis, ils n'offraient pas d'autres produits. C'est assez rare que notre assureur nous laisse tomber alors qu'on paye notre assurance depuis une couple d'années, hein? Qu'on est réputé des bons clients, on va dire. Là.
Alors, M. Hull n'est pas seul. Philippe-Antoine, il y a d'autres propriétaires qui ont eu de mauvaises surprises dernièrement? Voilà, c'est le cas de la maison Médard-Bourgault à Saint-Jean-Port-Joli. Ce qui est arrivé, c'est que quelques années après la citation de la maison auprès de la municipalité, l'assureur a retiré sa couverture en invoquant justement cette citation patrimoniale. Jean-François Blanchette, qui siège au conseil d'administration du domaine Médard-Bourgault. Mais écoutez, c'est un désarroi total parce que là, Monsieur André Médard-Bourgault, qui habite toujours la maison de son père, qui est une maison pleine de sculptures de son père, il se retrouve là, sans assurance alors que lui, il a protégé tout ce bien-là pour le futur. Lui, son intérêt, c'est tout simplement de garder ce témoignage de l'œuvre de son père. Et là, il se retrouve sans assurance parce que la maison a été citée. Alors, vous comprenez bien que moi, comme président de la Société québécoise d'ethnologie, qui a été impliqué dans la citation, on se sent, moi et mes collègues, on se sent très interpellés. Est-ce qu'il faut craindre que tous les bâtiments, tous les lieux qui vont être identifiés au patrimoine québécois vont perdre leur assurance? Mais écoutez, c'est un sujet qui est assez dramatique. La situation doit semer l'inquiétude dans le domaine du patrimoine. Oui, d'autant plus, comme le soulignait M. Blanchette, qu'il y a une nouvelle loi québécoise qui demande aux municipalités de répertorier les bâtiments patrimoniaux sur leur territoire et certains craignent que ça rende les assureurs encore plus frileux. Et dans au moins un cas, il y a un assureur qui a même demandé qu'une maison perde sa citation. C'est ce que raconte Renée Genet, qui est directrice de l'organisme Action Patrimoine. Il y a des demandes précises, par exemple, des assureurs de retirer des bâtiments d'un inventaire ou de retirer la citation qui a été faite par le conseil municipal. Et ça, en fait, c'est une nouveauté pour nous, c'est-à-dire que le milieu du patrimoine, le ministère de la Culture, via la loi sur le patrimoine culturel, va de l'avant en octroyant des responsabilités aux municipalités pour reconnaître leur patrimoine et le protéger. Alors ça, c'est ce qu'on appelle vraiment la citation, donc au niveau municipal. Et donc, ça devrait servir, comme je l'ai dit, à protéger, à mettre en valeur le patrimoine, à la richesse du patrimoine bâti de notre territoire. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'à l'inverse, ça l'empêche certains propriétaires, ou du moins les assureurs, vont se servir de cet argument-là pour ne pas assurer les bâtiments. Est-ce qu'on sait ce qui explique cette attitude des assureurs vis-à-vis les maisons anciennes? Il y a plusieurs facteurs. Selon Lynne Crevier du Bureau d'assurance du Canada, il y a d'abord un manque d'informations sur les exigences qui entourent les maisons patrimoniales. Quels éléments, par exemple, on va devoir reconstruire à l'identique en cas de sinistre? Les assureurs ont besoin d'informations pour évaluer un risque. Et ça a toujours été difficile d'obtenir les exigences légales qui étaient liées aux bâtiments à valeur patrimoniale, selon le classement. Puis, comme l'information est difficile à obtenir en amont, quand l'assureur assure, là, il n'y a pas le choix de les obtenir au moment du sinistre. Il a décidé d'assurer. Et ça peut causer aussi des délais. Donc, cette incertitude-là, ça freine un peu l'appétit des assureurs. Mais on est aussi dans un contexte qui est difficile dans l'ensemble de l'industrie de l'assurance, comme l'explique Lynne Crevier. Là, actuellement, on a une conjoncture où il y a un resserrement de marché, où les assureurs, l'accessibilité à l'assurance est plus difficile dans plusieurs domaines, pas seulement pour les maisons anciennes. Donc, ça fait partie de cet grand ensemble-là de resserrement de marché, là, où les assureurs vont être plus sévères dans les risques qu'ils vont souscrire. Philippe-Antoine, est-ce qu'on sait s'il y a des solutions en vue? Il va, par exemple, falloir aider les assureurs à avoir de l'information, à faire des nuances sur les types de maisons patrimoniales. Claire Pajot, de l'Association des amis et propriétaires de maisons anciennes, espère qu'un assureur puisse remettre sur pied un programme comme il y en a déjà existé pour ce type de maison-là. Il existe environ 350 000 maisons au Québec dont la construction remonte avant l'entrée en vigueur du Code du bâtiment, qui est 1940. Ce qui fait qu'il y a un marché potentiel de maisons, et on sait fort bien que plusieurs des propriétaires des maisons anciennes sont amoureux de leur patrimoine, sont amoureux de leur maison, et puis ils l'entretiennent bien. Et au ministère de la Culture, il y a un porte-parole qui m'affirme que la ministre Nathalie Roy est préoccupée par cette situation-là. Le ministère collabore d'ailleurs avec l'Association des amis et propriétaires de maisons anciennes pour essayer de trouver une solution. Très intéressant. Merci beaucoup, Philippe-Antoine Saunier. Au revoir. Au revoir.
Ici Radio-Canada Première, au 95.1 dans le Grand Montréal. 15h50, on va retrouver Mathieu Massé pour discuter sport. Alors, Mathieu, au rugby à 7 féminin, on en parlait hier, les Canadiennes commençaient leur tournoi et ça a bien commencé, mais ça a été suivi d'un dur retour à la réalité. Hein? Oui, voilà. Commençons par la première joute qu'elles ont jouée contre le Brésil. Et bien, de ce côté-là, elles ont vraiment montré de quel bois elles peuvent se chauffer, les Canadiennes au rugby à 7. Elles ont gagné ce match 33-0 contre le Brésil. Donc, disons qu'elles étaient en confiance pour leur deuxième match de la journée contre les Fidjiennes. Donc, après avoir commencé de belle façon, eh bien, elles se sont inclinées, par contre, 26-12. Mais le score représente pas la domination vraiment des Fidjiennes parce que finalement, après avoir tiré de l'arrière largement dans cette deuxième joute, les Canadiennes ont réussi à reprendre un certain rythme après la surprise du début. Oui, voilà. Donc, les Fidjiennes menaient quand même 21-0 à la mi-temps de ce match. Et là, il faut rappeler quand même aux auditeurs que ce ne sont pas des matchs très longs. Hein? C'est pas comme regarder un match de rugby en Coupe du Monde, par exemple. Ce sont seulement 2 demi de 7 minutes. Donc, ça va vite. Quand on fait une erreur, ça coûte cher. Ouais. Donc, à la mi-temps, c'était 21-0. Finalement, 26-12. Les Canadiennes disputeront leur dernier match de la phase préliminaire ce soir. En fait, on dit vendredi, mais c'est vendredi à Tokyo. Ce soir, vers 20h30, contre la France. Donc, les Françaises sont les 4e favorites du tournoi. Les Canadiennes devront vraiment offrir une solide performance pour accéder au quart de finale. Les Françaises sont invaincues en 2 rencontres grâce à des victoires de 12-5 sur les Fidjiennes, justement, et de 45 contre les Brésiliennes. Du côté des femmes au basketball, on avait besoin d'une victoire et on a livré la marchandise contre les Coréennes. Oui, voilà. Les Canadiennes ont trouvé leur rythme au 3e quart hier et ont sorti vraiment le rouleau compresseur au 4e pour vaincre les Sud-Coréennes, finalement 74-53. La première moitié du match a été vraiment serrée. Ça s'est terminé 16-15 au premier quart, 33-28 à la fin de la première demi. Donc, de ce côté-là, c'était serré. Mais les Canadiennes ont ensuite porté leur avance à 10 points au 3e quart. Et ensuite, elles ont vraiment mis l'accélérateur au plancher pour finalement terminer avec un écart de 21 points. C'était assez solide. La Canadienne Kayla Alexander, qui a marqué 10 points, hier était fort heureuse du dénouement, mais elle sait justement à quel point chaque match est important. C'est très important parce que tous les matchs sont importants avec notre but d'aller sur le podium. Alors, il faut qu'on joue bien chaque jour. Et je pense que moi et tous mes coéquipiers sont conscients de notre rôle sur cette équipe. Et chaque fois que nous entrons le corps, on essaie de jouer très fort pour notre coéquipier. Il faut saluer quand même la patience des athlètes à nouveau qui décident de parler en français. Et quand on lui a demandé à Kayla Alexander hier de répondre également aux questions en français, on a vu son visage changer. Elle était comme, je sais pas si ça va être compréhensible, mais ça l'est vraiment. Puis on est content de pouvoir les entendre. Et on lui a demandé à Kayla Alexander si elle trouvait ça difficile de jouer devant un amphithéâtre vide. Ouais. Elle disait, pas tant que ça. J'ai joué en Europe, j'ai joué en Belgique dans une ligue féminine. Et c'était comme ça un peu partout, hein, donc finalement, ça ne l'a pas trop dérangé. Les Canadiennes auront besoin de beaucoup d'apports offensifs pour se rendre jusqu'au podium. Elles vont conclure le tour préliminaire contre les Espagnols ce dimanche. Et à la boxe, il y a une seule Canadienne qui reste dans le tournoi olympique, mais là, vous vouliez surtout revenir sur ce grand ménage qui a été fait par le CIO dans l'Association internationale de boxe amateur. Oui, mais dans tout ça, il faut revenir carrément avant les Jeux de Rio 2016. Ça avait commencé quelques jours avant le début des Jeux. Des intervenants du milieu de la boxe irlandaise, à ce moment-là, avaient révélé au quotidien britannique The Guardian que plusieurs combats du tournoi olympique allaient être truqués. Juste avant même que le début des Jeux que les Jeux soient commencés, on affirmait déjà des allégations de corruption. S'il soutenait qu'un groupe d'officiels de l'AIBA, c'est l'Association internationale de boxe amateur, s'était déjà réuni pour déterminer l'identité des boxeurs qui allaient être déclarés gagnants
à l'avance. Donc là, on se pose beaucoup de questions. Des décisions, et finalement, oui, des décisions invraisemblables avaient été rendues pendant les Jeux. Des boxeurs russes qui avaient nettement perdu étaient déclarés vainqueurs. La défaite subie notamment par l'Irlandais Michael Conlan avait sidéré le monde de la boxe. C'est son adversaire qui avait été déclaré vainqueur et il était tellement amoché qu'il n'avait pas pu continuer le tournoi par la suite. Donc, après les Jeux de Rio, l'Association internationale de boxe amateur avait été jugée tellement corrompue par les dirigeants du Comité international olympique qu'elle s'est carrément fait retirer le privilège d'organiser les qualifications devant mener aux Jeux de Tokyo, ainsi que le tournoi olympique de Tokyo. Et si on n'entend pas beaucoup parler du tournoi olympique de boxe cette année, mais c'est peut-être une bonne chose. Ça veut dire qu'on n'a pas de scandale à l'horizon. Et vraiment, là, par ailleurs, aucun juge et arbitre qui était d'office à Rio n'a été invité à superviser des combats lors des Jeux de Tokyo. On se doute maintenant pourquoi. Donc, finalement, peut-être, comme on dit, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Du côté des Canadiens, ça s'est moins bien passé. Hein. On sait que Caroline Vert a été éliminée. On a aussi pensé à Mandy Bugeaud, dont le tournoi olympique s'est déroulé... Ça a été très court, en fait, tristement. Il reste toutefois Tamara Thibault, comme l'a dit notre collègue Robert Frozy un peu plus tôt, qui continue dans ce tournoi, qui devrait faire les quarts de finale au cours du week-end. On va suivre ça avec attention. Parfait. Merci beaucoup, Mathieu. On pensait à Martin. Mathieu, à tantôt. On va aller rejoindre Sarah en circulation. Comment ça se passe? Oh, vous ne m'avez pas appelé Yves, c'est bon? Je peux, si vous voulez. Eh bien, quelques bonnes nouvelles, Karine. On avait cet accident du côté de la 132 Est, hauteur boulevard Simard. C'est maintenant terminé. Certes, on garde quelques échos de cet accident. Là, vous êtes nombreux dans la bretelle pour accéder à la 132 Est, provenance de l'autoroute des Cantons de l'Est. Par contre, tranquillement, là, on va reprendre de la vitesse. Aussi, du côté du tunnel Hippolyte-Lafontaine, 25 Sud, on avait eu cet incident dans le tunnel, bonne congestion qui s'était formée. Eh bien là, maintenant, nous sommes rendus à ralentir dans le secteur de Beaubien. C'est un gain, c'est bien. On n'a pas reculé, au contraire. Ça commence à se résorber tranquillement. Et la 25 Nord aussi, on était à partir de Montarville. Et là, maintenant, vous allez ralentir plutôt dans le secteur d'industriel pour passer par le tunnel et aller du côté de Montréal. Pour la 40 en direction Repentigny, ça va très bien, ça se fait facilement. Si vous êtes sur la 640, bien, vous allez ralentir dans le secteur de la Montée du Mai pour accéder à la hauteur de Charlemagne et ensuite aller à Bonport. C'est la 640 direction Est. Parfait. Merci, Sarah. Cynthia, à la météo, on va devoir composer avec un petit peu de pluie dans les prochaines heures, mais ça va finir par se dégager. Oui, actuellement, sur Montréal, on a une petite accalmie. Par contre, c'est un régime d'averse, donc ça va repartir de plus belle au cours des prochaines heures. Et ce sera comme ça ce soir, cette nuit. Un risque d'orage au courant de la nuit prochaine sur les secteurs du sud du Québec. Et ça s'étend vraiment des Laurentides jusqu'à Trois-Rivières, cette zone de précipitation-là. 5 mm d'eau, c'est ce qui est attendu. Demain, des averses qui cessent tôt le matin, une alternance de soleil et de nuages en journée, mais ce sera venteux par contre. Et là, je pense aux cyclistes. À 20 km/h, des pointes à 40, le vent au visage, ça, c'est pas facile. Okay. Là, maximum de 19 demain. Merci beaucoup, Cynthia. Bon, on pensait l'avoir évité ou en tout cas la repousser juste à temps, cette quatrième vague. Hein. Elle n'est pas tout à fait là, mais on parle maintenant d'une possible vague Delta. Oui, le variant Delta qui va finalement peut-être s'installer au Québec plus rapidement que prévu. 138 cas de COVID déclarés là. Aujourd'hui, c'est une hausse significative. On voulait savoir ce que ça voulait dire. On voulait surtout savoir ce que ça voulait dire pour les plus jeunes, les 12 ans et moins qui ne sont pas vaccinés. On va faire le point, faire le tour de tout ça, avoir l'heure juste avec Cécile Tremblay, microbiologiste infectiologue au CHUM. On va y revenir dans quelques instants. Restez avec nous parce qu'on vous retrouve au 15-18 de l'autre côté des informations. À tout de suite. Voici de nouveau Karine Lefebvre.
Rebienvenue au 15-18. Au cours de cette heure, on ne peut pas trop y échapper. On va se questionner sur la COVID-19, le fameux variant Delta. Sans être alarmiste, là, il y a quand même des chiffres qui semblent indiquer une augmentation de la place que le variant occupe dans le nombre de cas détectés au Québec. Les cas sont aussi en hausse en ce moment. Donc, forcément, on avait envie de savoir ce que ça voulait dire et particulièrement se tourner aussi vers la rentrée. Vous savez, hier, le gouvernement Legault qui a confirmé qu'il y aurait rentrée en présentiel. Ça va se faire. Là, les détails ne sont pas tout à fait attachés, mais on sait qu'il y aura bel et bien des élèves en classe, autant en primaire, au secondaire qu'au cégep et à l'université. Qu'est-ce que ça veut dire? Surtout avec ce qui est peut-être le début d'une nouvelle vague. Quel genre de mesures faudra mettre en place? Alors, plein de questions qu'on va poser à Cécile Tremblay, qui est microbiologiste infectiologue au CHUM. Ça va se passer dans les prochaines minutes. Mais d'abord, tiens, on va retourner voir Sarah en circulation. Comment ça se passe, Sarah? Ça se complique du côté de la métropolitaine Est parce qu'on a, cette panne à la hauteur de Saint-Denis avec une voie seulement pour passer. Donc, déjà là, ça complique la circulation. Et là, il y a une autre panne à hauteur Sainte-Croix. Encore une fois sur la métropolitaine Est. Et là, il y a vraiment une bonne congestion qui s'est installée. Vous allez ralentir un peu après Cavendish. Pour la métropolitaine Ouest, ça coince surtout entre les 2,15. Par contre, on a de l'achalandage par intermittence à partir de Papineau. Des Carins-Nord, vous ralentissez grandement à partir de un peu après Sherbrooke. Ça coince davantage plus on approche vers la métropolitaine. Des Caries-Sud, c'est dans le premier tronçon. La 13, 13 Nord, ça va bien quand même, là, aujourd'hui, malgré que vous allez ralentir à l'approche de la 40 et le pont Bisson, mais par la suite, là, vous pouvez aller du côté de la 640 sans problème. Des Caries-Sud, autre scénario. À partir du boulevard Notre-Dame, vous ralentissez pour traverser le pont Bisson. Et vous allez ralentir aussi à Côte-de-Liesse, là, pour aller accéder à l'autoroute 20, parce que, il y a un accident, d'ailleurs, autoroute 20 Est à la jonction avec la 13. Donc, ça complique la circulation. 20 Est, nombreux entre l'échangeur Turcot et l'échangeur Saint-Pierre. Par la suite, par contre, vous reprenez de la vitesse et vous pouvez vous rendre du côté de l'île Perrot sans problème. D'ailleurs, Transcanadienne Ouest aussi, là, aucun souci de ce côté. Vous vous rendez du côté de Vaudreuil-Dorion passant par le pont de l'île aux Tourtes sans souci. Merci beaucoup, Sarah. Cynthia, à la météo. On s'en est pas si mal sorti finalement, puis le dégagement, quoique c'est encore gris, va finir par arriver. Oui, mais on ne crie pas victoire tout de suite, parce que c'est un régime d'averse. Donc, on n'en a pas présentement à Coin-Papineau, René Lévesque. Là. Par contre, ça va reprendre. Il y a une cellule assez modérée, finalement, là, dans les Laurentides, dans la Nodière également, à Rawdon. Et on s'en va vers Joliette, et celle-là descend sur les secteurs de Montréal. Cette pluie-là va cesser demain en avant-midi. On va passer par un régime de possibilité d'orage au cours de la nuit avec un minimum de 16. Demain, ce sera somme toute venteux et sous les valeurs de saison, mais on devait avoir de la pluie toute la journée. Ben oui. Finalement, ça va se dégager en mi-journée, donc alternance de soleil et de nuages. Et on prévoit quand même un beau week-end, Karine. Même que dimanche, on devait avoir de la pluie. Et l'Environnement Canada nous annonce alternance de soleil et de nuages. Donc, on aurait un beau week-end. On va se le souhaiter. Merci beaucoup, Cynthia. On va aller rejoindre Boris Proulx, qui est journaliste au Devoir et correspondant parlementaire à Ottawa. Bonjour, Boris. Bonjour. Alors, Justin Trudeau qui a fait des grandes annonces aujourd'hui. Il a choisi 3 nouveaux sénateurs pour le Québec, dont Michel Audette. Exactement. Michel Audette, l'ancienne commissaire de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Et ça nous a permis, nous les journalistes, de se familiariser un peu avec le CV de Michel Audette, qui est très intéressant. En fait, elle est originaire de la communauté Innu de Ouachart-Maniotenam sur la Côte-Nord, pour ceux qui connaissent le coin, tout près de cette île. À 27 ans, elle a été élue présidente de l'Association Femmes autochtones du Québec. Dans les années 2000, elle a été sous-ministre associée du secrétariat à la condition féminine du Québec. En les années 2010, la présidente de l'Association des femmes autochtones du Canada. Et elle a même créé un programme d'administration publique autochtone pour l'ENAP, l'École nationale d'administration publique. Jusqu'à tout récemment, elle poursuivait sa carrière académique à l'Université Laval, en plus d'avoir été commissaire à cette fameuse enquête qui a vraiment ébranler les colonnes du temple, on peut dire, ici au gouvernement fédéral. Et à Ottawa, ici, certains sentaient, ces dernières semaines, là, certains l'auraient vu être nommé même gouverneur général avant qu'on apprenne que la nomination allait en fait à Mary Simon, une autre femme biculturelle,
autochtone, très influente là, au Canada. D'ailleurs, ça n'a pas pris de temps avant son arrivée à Mme Simon, avant que le gouvernement lui suggère là, ces noms de nouveaux sénateurs, parce qu'il y en a 5 en tout, 5 nouveaux sénateurs indépendants. En plus de Michel Audette pour le Québec, on a l'entrepreneur d'origine camerounaise Anima Gerba et l'ex-ministre libéral provincial Clément Gignac. Donc, il se rajoute à ça 2 autres sénateurs de l'Ouest canadien. Des sénateurs qui vont entrer dans une chambre haute où c'est pas toujours facile avec le gouvernement. Vous vous en souvenez peut-être en juin, je crois que c'est un vieux problème, mais en juin, ils se sont sentis très pressés là, par les élus pour approuver tout plein de projets de loi qui leur avaient été envoyés tout en même temps. Donc, on verra si, pour la suite, pour la reprise potentielle à l'automne, si ça va changer cette dynamique entre les 2 chambres ici à Ottawa. Oui, beaucoup d'actions dans les prochains mois à Ottawa. Puis tantôt, on va se parler de cette annonce d'Ottawa qui souhaite encadrer le contenu préjudiciable, finalement, que les médias sociaux. Ben oui, médias sociaux, Internet, que les grands fournisseurs soient responsables, les grandes plateformes soient responsables. Un dossier très intéressant. Parfait. On s'en reparle tantôt. On va aller rejoindre Andréane Économie. Andréane Saint-Arnaud à l'économie. Oui, je vous ai rebaptisé, moi. C'est votre deuxième nom. Bonjour, Karine, 15-18. Je le prends. Andréane, aujourd'hui, on a appris que Molson Coors dévoile une forte hausse des profits. Est-ce que c'est lié à la pandémie et à notre consommation? Oui. Qu'est-ce qu'on a fait dans les derniers mois pour oublier la pandémie? Évidemment, plusieurs activités, mais apparemment, on boit plus de bière. Molson Coors en profite. Le brasseur dévoile aujourd'hui un bilan financier nettement au-delà des attentes. Des profits qui ont été presque multipliés par 2, 483 millions. Et les ventes, en fait, enregistrent leur plus forte progression en plus de 10 ans, imaginez. Progression de 17 %. Il s'est vendu pour environ 3,6 milliards de dollars de bière et de produits Molson Coors en 3 mois seulement. En fait, c'est intéressant parce que c'est pas tellement de bière qu'on boit davantage. Ouais. Le nouveau produit à la mode qu'on retrouve maintenant partout, c'est le seltzer, cette fameuse eau pétillante alcoolisée. Là, le marché est en croissance spectaculaire. D'ailleurs, Molson dit avoir quadruplé sa production de ce type de boisson-là en raison de la forte popularité de ce produit. Molson dit que le seltzer, c'est ce qui est arrivé de plus gros, de plus bouleversant dans l'industrie de la bière depuis la multiplication des microbrasseries au tournant des années 2000. En fait, pour Molson Coors, comme pour la plupart des brasseurs d'ailleurs, le seltzer arrive un peu comme une bouée de sauvetage parce que la consommation de bière était en léger déclin ces dernières années et ça séduit vraiment les jeunes. C'est frais, c'est souvent sans sucre, il y a peu de calories, c'est un produit non genré, évidemment, à consommer avec modération. Mais les brasseurs s'en réjouissent. Le marché mondial du seltzer, là, ça valait à peine 500 millions de dollars en 2019. C'est évalué à plus de 4 milliards de dollars aujourd'hui. Ça va continuer de grandir également. Donc, c'est la raison pour laquelle Molson Coors en profite. Parfait. On se reparle tantôt. À tantôt. À tantôt. Ah, une chanson velcro qu'on offre à tous les auditeurs du 15-18. C'est votre faute, Stéphanie Gagnon, mais vous avez une bonne raison de célébrer. Là. Oui. Je ne vous fais pas jouer cette chanson-là pour rien, loin de là. En fait, on apprenait qu'hier, cette chanson, en fait, le clip de cette chanson sur YouTube a réussi à avoir plus de 100 milliards de visionnements. C'est vraiment impressionnant. Cette chanson-là date de 1987 et c'est une chanson qui se classe parmi quelques autres chansons dans ce classement parce que quand on regarde les chansons de la décennie 80, des chansons, des clips qui arrivent à être vus aussi souvent sur YouTube, il y en a très peu. En fait, il y en a 3 autres. On parle de Sweet Child of Mine de Guns N' Roses, Take On Me de Ha-Has et Michael Jackson avec Billie Jean. Ah, ben là, c'est un beau palmarès. Tout à fait. Mais dans le cas de cette chanson-là, c'est particulier parce qu'elle fait vraiment partie de la culture Internet. C'est devenu des mèmes. Rick Roll, c'est ça. Il y a quelque chose autour que fait sans doute qu'une toute nouvelle génération a pu se familiariser avec la chanson. Oui, à cause du Rick Rolling. Voilà. Vous l'avez mentionné, certaines personnes croyaient cliquer sur un lien, voir quelque chose. Finalement, on voyait cette chanson, ce clip. C'est ce qui fait peut-être qu'on a atteint autant de vues en quelques décennies, en quelques temps. Faut dire que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Rick Astley, quand il a su ça, il a décidé de lancer 2500 copies de cette chanson en vinyle autographiée
copier. Et sur son site web, vous aurez compris que ça s'est vendu très rapidement. C'était une copie qui était disponible seulement pour près de 20 $. Alors, les fans, vite, ont acheté leur copie en ligne. Je voulais revenir aussi, Karine, sur cette nouvelle que vous m'avez partagée. Très intéressant. Que j'ai fait. Oui, non, mais c'est cette nouvelle sortie dans plusieurs, sur plusieurs sites. Cette poursuite avec Disney. Grosse Scarlett affaire, Johansson qui va poursuivre Disney. En fait, je dis qui va, mais c'est déjà fait. La poursuite a été déposée aujourd'hui à Los Angeles parce qu'elle affirme que Disney n'a pas respecté le contrat quand on parle de la sortie du film Black Widow. En fait, le film devait sortir qu'au cinéma. Oui. Finalement, Disney a décidé de sortir le film en salle, mais aussi d'offrir le film sur Disney+. Et pour Scarlett Johansson, on dit qu'on n'a pas respecté le contrat. Il y a même une source près de l'actrice qui a affirmé que cette décision de Disney aurait fait perdre pas loin de 50 millions de dollars en bonus. Oui, c'est lucratif. C'est quand même beaucoup. On peut comprendre pourquoi elle n'est pas d'accord. Et on dit que si cette poursuite va plus loin, ça pourrait peut-être tenter d'autres acteurs à faire de même, à aussi vouloir aller chercher plus d'argent en raison de films qui sont sortis soit sur HBO Max ou sur d'autres possibilités, sur d'autres plateformes, parce qu'il y a des acteurs qui trouvent d'une certaine façon avoir été lésés, carrément. Et en terminant, je vous informe que le 21e Festival Mode et Design est de retour du 19 au 22 août. C'était ce matin dans la presse. Ça va se passer au quartier des spectacles. Et si l'année passée, on avait une formule hybride, soit une partie de la programmation était numérique et l'autre en présentiel, cette fois-ci, on va avoir des tables rondes virtuelles, mais aussi plusieurs événements. On ne va pas trop annoncer la programmation. On va essayer de garder ça de façon spontanée, c'est-à-dire pour ne pas inciter trop de gens à se regrouper. Mais certes, ça aura lieu cette année pour la 21e édition, le Festival Mode et Design du 19 au 22 août. Merci, Stéphanie. Vous écoutez le 15-18 avec Karine Lefebvre. « 16h, presque 18 minutes. Le Québec serait à l'aube d'une quatrième vague ou d'une vague Delta, selon certains experts. Jusqu'à tout récemment, la province résistait à cette souche, mais le portrait semble changer rapidement. Alors qu'il y a moins d'un mois, on n'observait aucune transmission du variant. Le bilan serait passé de 77 cas recensés au début du mois de juillet à 284 cas en date d'hier, selon l'Institut national de santé publique du Québec. Est-ce que cette mutation beaucoup plus contagieuse, on le sait que la souche mère du coronavirus peut s'attaquer à tous, vaccinés ou pas, et à moins d'un mois de la rentrée scolaire, du retour sur les bancs d'école, est-il à craindre? Plein de questions qu'on va poser à la Dr Cécile Tremblay. Elle est microbiologiste infectiologue au CHUM. Bonjour, Madame Tremblay. Bonjour, Mme Lefebvre. D'abord, là, j'y allais au conditionnel. On est prudent. Est-ce qu'il faut continuer d'utiliser le conditionnel quand on parle d'une possible quatrième vague? Bien, en fait, oui, on peut utiliser le conditionnel, mais ce qu'il faut être clair, c'est que le Québec n'est pas à part de la planète entière. Ouais. Le variant s'est déployé partout sur la planète, dans tous les pays. Il fait des ravages et la seule chose qui va l'empêcher de se développer en quatrième vague, c'est la course au vaccin. C'est si on réussit à vacciner suffisamment d'individus avec 2 doses qui va diminuer la transmission communautaire et donc empêcher qu'ils prennent prise là, dans la population au Québec. Bon, si on se fie uniquement à la vaccination, on peut se dire, bon, on peut voir le verre à moitié plein. Le Canada, on apprenait aujourd'hui, se classe assez bien au niveau mondial. Je pense qu'on est 6e maintenant au niveau du nombre de populations vaccinées par rapport à la population totale. On a devancé Israël. Est-ce qu'il faut regarder les bons côtés ou il faut en ce moment se creuser la tête à trouver des incitatifs pour continuer d'accélérer la vaccination pendant qu'on a encore le temps? Bien, il faut regarder les bons côtés, mais il faut être réaliste. Quand on parle de, disons, 75% de la population susceptible, c'est pas 75% de toute la population parce que tous les enfants qui ne rentrent pas là-dedans. Alors, même avec un beau taux de vaccination comme celui-là, ça laisse des millions de personnes qui ne sont pas vaccinés et qui peuvent toutes être des cibles du virus, du variant Delta en l'occurrence. Donc, ça laisse quand même un bassin de population dans lequel le virus peut se propager, les rendre malades, ces gens-là qui ne sont pas vaccinés, et éventuellement entraîner des décès.
disons qu'on n'est pas à l'abri de ça tant qu'on n'aura pas atteint une immunité collective beaucoup plus forte que ce que celle à laquelle on s'attend là, d'ici septembre. Et puis là, simplement pour faire un petit peu le ménage là-dedans puis récapituler, disons, la vaccination en ce moment, elle nous protège contre si on a nos 2 doses, là, contre les formes graves de la maladie, contre un décès, mais elle ne nous empêche pas de contracter la COVID ou même de la transmettre. C'est ce qu'on sait en ce moment. Oui, exactement. Ouais. Mais c'est certain que la majorité des personnes doublement vaccinées n'attraperont même pas la maladie. Ouais. Donc, la vaccination confère un bon niveau de protection contre la maladie elle-même. Mais il peut y avoir des gens doublement vaccinés qui attrapent l'infection et qui puissent la propager à d'autres. Quand c'était les variants originales, les gens doublement vaccinés, on estimait qu'ils ne pouvaient même pas transmettre à d'autres. Mm-hmm. Mais ce variant-là se réplique tellement à